Franchement, avec un cours de bourse aussi bas, est-ce que Pfizer ne serait pas la meilleure action à acheter en ce moment? Vous imaginez l'opportunité d'investissement si elle remonte jusqu'au point précédent? Sauf que si les choses étaient si simples en bourse, gagner beaucoup d'argent serait très facile. Donc, la vraie question n'est pas est-ce que l'action Pfizer va remonter à son plus haut, mais plutôt est-ce que la société Pfizer est en capacité de retrouver ce plus haut? Et pour ça, il faut se plonger dans l'analyse des états financiers de l'entreprise. Mais rassurez-vous, je l'ai fait à votre place. J'ai passé les derniers jours à analyser les chiffres et les graphiques pour vous en donner une version synthétisée. Vous voulez connaître le résultat? Bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, et aujourd'hui, on va analyser l'action Pfizer. Pfizer prend naissance en 1849 à New York de l'association du chimiste Charles Pfizer et de son cousin, le confiseur Charles Erhardt. Oui, Pfizer a pour origine la confiserie. D'ailleurs, leur premier produit est une confiserie aux propriétés vermifuges, la santonine. Quelques années plus tard, la guerre de sécession leur apporte des commandes massives d'iode, de chloroforme, d'analgésiques, de camphre et de désinfectants. L'empire Pfizer est en marche. Aujourd'hui, tout le monde connaît Pfizer ne serait-ce que par son produit phare qui l'a rendu célèbre. Mais en savez-vous suffisamment pour y investir? Du coup, avec mon partenaire et complice Le Cube, et Le Cube, c'est moi, nous allons séparer cette analyse en deux grandes parties. La première sera qualitative, afin de comprendre le fonctionnement du secteur et surtout du business de l'entreprise. Quant à la seconde, elle traitera des chiffres au travers de l'analyse quantitative. Donc en gros, est-ce que les fondamentaux de Pfizer sont suffisamment solides pour vous faire gagner de l'argent? Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre à analyser facilement des actions cotées en bourse, nous avons une playlist complète à ce sujet. Vous trouverez le lien en fiche et dans la description. Enfin, je vous donnerai mon avis sur le titre. Et je parle bien d'avis, pas de conseils d'investissement. Parce que le choix, c'est à vous de le faire. Mais avant ça, et après vous être abonné si ce n'est pas déjà fait, commençons par les grandes lignes du secteur des entreprises pharmaceutiques. Car certains éléments risquent de peser dans votre choix d'investir ou pas dans Pfizer. Au fait, si vous voulez en savoir plus sur le grand secteur de la santé, vous pouvez aller voir cette vidéo de notre série Un portefeuille presque parfait. Voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. Globalement, le domaine de la santé est structuré en 4 domaines d'investissement. La biotech et la science du vivant, la medtech et les dispositifs ou matériels médicaux, les services de santé comme les cliniques par exemple, enfin les sociétés médicales et pharmaceutiques dont Pfizer fait partie. Actuellement, le marché total de la santé s'élève à près de 6200 milliards de dollars, soit environ 9,4% du PIB mondial. En son sein, le marché pharmaceutique mondial a connu une augmentation de 312% en 20 ans et devrait croître de 3 à 6% par an dans les prochaines années. Pour autant, même si la santé est l'un des secteurs les plus résilients de l'investissement boursier, les sociétés pharmaceutiques n'ont plus autant de croissance que par le passé. Une limite dont il faut à tout prix tenir compte pour toute analyse dans ce domaine. Cette baisse de rentabilité a 3 origines. Le fait que les brevets finissent par tomber dans le domaine public, ce qui permet la croissance des sociétés spécialisées dans les génériques vendus moins cher. L'exigence accrue des autorités de santé vis-à-vis des nouveaux produits, ce qui prolonge le nombre d'années de tests. Or, cette prolongation est comprise dans les durées de vie des brevets, réduisant d'autant le degré de viabilité et de commercialisation des nouvelles molécules. Vous comprenez pourquoi une pandémie est une aubaine pour ces sociétés qui peuvent ainsi faire sauter des années de tests. Enfin, l'augmentation croissante des coûts de développement des médicaments. Le secteur pharmaceutique est ainsi devenu moins rentable et les découvertes plus difficiles. Ce qui entraîne, dans le même temps, d'importantes barrières d'entrée. Les multinationales comme Pfizer ont donc des avantages concurrentiels importants. En effet, même si l'un des leaders du marché n'est pas la source d'une innovation,
Les entreprises de taille plus modeste n'auront pas le choix que de passer par lui pour commercialiser une nouvelle molécule ou un nouveau médicament. En résumé, les grosses sociétés pharmaceutiques sont devenues quasi incontournables au prix d'une rentabilité moindre. Du coup, quelle est la place de Pfizer dans tout ça ? Donc, Pfizer est une société pharmaceutique exerçant des activités de recherche, de développement, de fabrication, de commercialisation et de distribution de produits biopharmaceutiques dans le monde entier. Elle propose des médicaments et des vaccins dans divers domaines thérapeutiques, notamment le métabolisme cardiovasculaire et la douleur, les produits biologiques, les petites molécules, les immunothérapies et les biosimilaires pour les maladies immunitaires, endocriniennes et inflammatoires chroniques. Le tout sous différentes marques. En outre, la société est impliquée dans le secteur de la fabrication en sous-traitance. Elle dessert les grossistes, les détaillants, les hôpitaux, les cliniques, les agences gouvernementales, les pharmacies et les bureaux de prestataires individuels, ainsi que les centres de contrôle et de prévention des maladies. Un large spectre d'activités dans le secteur pharmaceutique donc. D'ailleurs, elle tire d'énormes profits de ses blockbusters, les médicaments ayant plus d'1 milliard de dollars de vente. Elle en possède actuellement 7, dont 2 font partie des 10 produits les plus vendus au monde. Pour autant, c'est également une faiblesse. En effet, ces actifs intangibles agissent comme un avantage concurrentiel tant qu'ils ne passent pas dans le domaine public. Parallèlement, c'est une société parfaitement mondialisée, avec une belle distribution de son activité. Elle est d'ailleurs actuellement leader de son marché, devant AbbVie, Johnson & Johnson, Novartis et Roche pour ne citer qu'elle. Et même si ce classement change assez régulièrement, en 2022 Pfizer était en seconde position, du fait des barrières d'entrée du secteur, les acteurs restent à peu près les mêmes. Peu de place pour un outsider donc. Dernier point, Pfizer est une méga cap, c'est-à-dire une société dont la capitalisation boursière dépasse les 100 milliards de dollars. Elle a donc également un avantage concurrentiel lié à sa taille. Mais justement, cette taille peut parfois se retourner contre elle. En effet, elle est détenue en grande partie par des sociétés d'investissement et des fonds de pension. Or, si on se réfère à Peter Lynch ou William O'Neill... Ah, le fameux William O'Neill, que personne ne connaît, à part nous. Le problème des entités de cette taille, gérées essentiellement par des groupes financiers, c'est que n'importe quelle mauvaise nouvelle risque de déclencher des vagues de liquidation en cascade, ce qui pourrait expliquer la chute du cours de l'action Pfizer. La question est donc, du point de vue de ses fondamentaux, l'entreprise est-elle en bonne santé ou pas ? Je dois vous avouer que lorsque j'analyse de très grosses entreprises, je m'attends toujours à trouver une gestion quasi parfaite. Or, ce n'est pas systématiquement le cas. Alors, est-ce que Pfizer entre dans cette catégorie ou non ? Du côté des indicateurs de résultats, eh bien déjà, on n'a pas grand-chose d'exceptionnel. Le chiffre d'affaires connaît une croissance moyenne de 1,7% sur 5 ans et 1,3% sur 10 ans, soit une croissance lente. Il est certes sur une tendance baissière, mais c'est le contre-coup de la période faste liée au Covid et aux ventes de vaccins. D'ailleurs, il est pour l'instant supérieur aux années antérieures. Par contre, son EBITDA est clairement en baisse, même s'il reste positif, ce qui peut être dû à des augmentations de coûts de production. En tout cas, ce n'est pas un bon signal. Et parallèlement, le résultat net connaît une baisse de presque 30% sur 5 ans et plus de 20% à 10 ans. On a donc un affaiblissement de la société. Mais, les marges restent importantes, même si elles sont, elles aussi, sur une tendance baissière. Ouais, on a une société qui fonctionne sur ses réussites passées, quoi. Tant qu'elle n'aura pas trouvé un nouveau blockbuster, il y a peu de chances que les chiffres s'améliorent. Du côté de sa dette, eh bien c'est pas folichon non plus. On est face à une entreprise qui est fortement endettée. Et même si elle est saine du point de vue de son endettement général, son gearing est trop important, selon nos critères d'investissement, s'entend. Après, elle ne semble pas avoir de problème pour rembourser sa dette via son activité. De plus, elle a un taux de couverture des intérêts assez sain.
Donc au final, rien d'inquiétant, mais rien de totalement positif non plus. Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à mieux pour une entreprise ayant un tel rayonnement. Cela dit, on est bien dans le cadre expliqué en première partie. Incontournable, mais moins rentable. Tout à fait exact. Pour sa trésorerie, l'entreprise possède un beau pactole. Donc ça, c'est bien. Mais d'une part, celui-ci est en forte baisse, et d'autre part, elle offre peu de sécurité de ce point de vue-là. En gros, c'est pas génial. Cependant, il faut noter que Pfizer a accumulé les acquisitions sur les dernières années, ce qui explique la baisse de la trésorerie et l'augmentation de la dette. Oui, effectivement. Mais du coup, j'ai du mal à savoir que penser de Pfizer. Eh bien, déjà, elle représente l'exemple parfait de la situation globale du secteur pharmaceutique. Un fonctionnement assez cyclique qui dépend de la possession ou non de brevets. Après, il est clair que ces succès récents sont surtout dus à l'opportunité, car oui, pour l'entreprise il s'agissait bien d'une opportunité, qu'a été la période Covid, permettant à Pfizer d'écouler des quantités énormes de vaccins financés par l'argent public. Sauf qu'aujourd'hui, le soufflet retombe. Donc, à voir comment la société va évoluer dans le futur. En même temps, elle propose un rendement de 6,38% versé depuis plus de 25 ans et sans diminution depuis 11 ans, ce qui n'est pas rien. Effectivement. Et à mon avis, c'est l'un des rares intérêts de Pfizer. C'est une société de rendement. Donc, en gros, on ne l'achète ni pour sa croissance, ni pour sa rentabilité, mais bien pour son dividende, rien de plus. Après, avec un tel niveau de cours, on peut toujours espérer qu'elle remonte au plus haut avec un nouveau blockbuster, issu de ses récentes acquisitions. Mais là, on entre plutôt dans un investissement spéculatif. À vous de voir. Cependant, il y a peut-être des valeurs boursières bien plus intéressantes que Pfizer, comme les sociétés que nous présentons dans cette vidéo, dont l'une d'entre elles a déjà progressé de plus de 20%. Pas idiot comme choix. Et voilà les gens, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Évidemment, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour aider à sa diffusion. Si vous faites partie de ceux qui regardaient de nombreuses vidéos de la chaîne sans être abonné, eh bien cliquez sur le bouton abonnement car ça ne deviendra pas subitement mauvais. Et on peut se dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran? On dit ça? Allez, on dit ça. Médicaments et confiserie, finalement, ça peut aller ensemble. Comment ça? Eh bien, il y a certains films où bonbons et pilules bleues, c'est un peu pareil. Non, je veux pas savoir. Je parlais de Matrix.